Madame, Monsieur, bonsoir. Le commerce au Maroc, une mise à niveau s'impose. C'est le thème de notre débat ce soir. Mais avant, voici l'édito. Quand le secteur du commerce s'enrhume, c'est non seulement l'économie qui tousse, mais c'est toute une paix sociale qui tremble. Et on a vécu l'expérience en début d'année. L'expérience menant à cette conclusion, l'épicier du quartier joue un rôle socio-économique prépondérant au Maroc. Le commerce dans notre pays, c'est avant tout une histoire et surtout une composante culturelle, voire une philosophie. Mais alors que le commerce extérieur s'est métamorphosé en 2 décennies, les règles, us et coutumes du commerce interne ont du mal à s'inscrire dans la même trajectoire. Pourtant, il y a 10 ans, la tutelle avait lancé un plan pensé pour et censé moderniser le secteur pour qu'il crée plus de valeur et donc atteindre les 15% du PIB escompté dans le plan Rawaj qui arrive à terme l'an prochain. Difficile toutefois d'en dresser le bilan. Pour moderniser, il faudrait commencer d'abord par organiser et légiférer. Comment ? Alors que 80% de la distribution est assurée par le commerce traditionnel. Et quand le fisc s'en mêle, c'est toute une économie qui se retrouve grippée. Il y a de quoi s'en mêler les pinceaux, tant les nouvelles dispositions sont dures à déchiffrer pour les principaux concernés. Et voilà que l'article 145 du Code général des impôts est venu rappeler les faiblesses de ce secteur. Avant de parler de la facture électronique, avec tout le cafouillage d'ailleurs qui va avec, que faire de l'opacité qui plane sur un Darb Omar ou de la gangrène de l'informel qui pullule dans un Darb Ghelf à Casablanca, Cassabarata à Tanger, au Soueka, ici à Rabat. Encore une fois, comme dans d'autres secteurs, la réforme fiscale n'est peut-être pas une priorité. L'espoir, pas réellement espéré, c'est que ces assises du commerce, qui arrivent bientôt, accouchent d'un remède miracle à tous les maux d'un secteur qui emploie officiellement plusieurs centaines de milliers de Marocains. Par souci d'impartialité, Codébat a convié les différents protagonistes du secteur. Mais voilà, pour des raisons d'agenda, la Fédération des chambres de commerce n'a pas pu être présente. Et nous avons été désagréablement surpris par un désistement de la tutelle. Mais malgré cela, nous avons tenu à traiter du sujet avec les invités qui ont fait le déplacement à nos studios et que nous remercions. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Chakib Lelej. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président exécutif de la Fédération des métiers de la distribution des produits de grande consommation. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Ecodébat. Plaisir. En face, j'ai également le plaisir de recevoir Hamid Belfdel, vice-président de la Fédération du commerce et des services au sein de la CGEM. Bonsoir, M. Belfdel, c'est un plaisir de vous recevoir également. Merci infiniment. Tout d'abord, si on devait définir, n'est-ce pas, les missions de ce bureau au sein de la CGM, de cette fédération du commerce et des services, comment le résumeriez-vous ? La Fédération Commerce et Services est une fédération qui existe au sein de la CGM. C'est une fédération interne de la CGM qui existe depuis très très longtemps. C'est une fédération qui regroupe aujourd'hui à peu près 1800 membres dans des entreprises de toute taille, mais également des associations représentant différents secteurs du commerce et ou du service. Et donc, c'est une fédération qui a œuvré depuis toujours à ce que ces 2 secteurs puissent être portés, que la voix de ces 2 secteurs soit portée au sein de la CGM. Alors, au niveau du nouveau bureau qui a été élu donc en janvier, 2 messages importants ont été relevés dans notre proposition de mandat. Le premier, c'est effectivement que la voix de ces 2 secteurs corresponde à leur réel poids dans l'économie et dans la création d'emplois dans notre pays. Souvent, ils sont négligés ou méconnus, pour ne pas dire autre chose, alors qu'en fait, ils représentent un poids économique extrêmement important. Et donc, l'idée, c'est que, quelque part, la fédération puisse contribuer à porter la voix de ces secteurs-là de façon à ce qu'elles correspondent à leur poids dans le domaine économique. Deuxième message, c'est le déploiement d'un certain nombre d'activités et de services au niveau de l'ensemble des régions du Royaume où la CGM est présente. La CGM est présente dans toutes les régions et on a impliqué les régions justement pour pouvoir définir le programme et pouvoir également exécuter ce programme parce qu'on s'est rendu compte que les entreprises ou les membres de cette fédération sont en fait représentatifs de l'ensemble du tissu économique dans le secteur du commerce et du service à travers le Royaume et bien évidemment
comme je dirais, c'est la mission principale de la CGEM, la Fédération Commerce et Services est là principalement pour défendre les intérêts collectifs des membres de cette fédération. Et porter leurs doléances. Et d'ailleurs, nous allons en parler dans l'émission, M. Belfdel. Alors, parlons à présent de l'association Tijara qui a muté, n'est-ce pas, Chakib Lejean, fédération. Pourquoi cette transformation? Tijara 2020 a démarré en 2016. Donc, elle a été constituée par les opérateurs de la distribution. Et dans le constat, on a constaté qu'il fallait passer en fédération et s'adjoindre plus de membres. Donc, il y a des industriels, il y a des distributeurs de télécom, il y a des distributeurs de limonade, boissons chaudes, thé, minoterie. Donc, on a agrandi le cercle pour être à 85 milliards de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est facile d'avoir, en tout cas, de porter un seul message avec tant, finalement, de secteurs d'activité dans la distribution? C'est le même problème qu'on retrouve partout. Donc, finalement, c'est une logique qui est appliquée à tous les distributeurs et tout le commerce au Maroc. Donc, nous avons été, justement, pour pouvoir avoir un interlocuteur, on s'est rendu compte qu'il fallait être beaucoup plus fort pour avoir un interlocuteur vis-à-vis des autorités. Et donc, nous avons décidé de créer cette fédération qui est opérationnelle depuis 1 mois. Et nous défendons surtout l'intérêt de la distribution et aussi le développement de la distribution parce que nous connaissons un vrai problème au niveau des ressources humaines. La distribution est une activité qui est capitale pour l'économie. À titre d'exemple, vous avez Amazon qui est la plus grande entreprise au monde et qui vit que de la distribution. Absolument. Quel que soit ce qui va se passer dans l'avenir, on aura toujours besoin d'amener le produit au consommateur. Donc c'est là où le rôle de la distribution est important. Nous avons un problème de ressources humaines, donc nous sommes en train de travailler pour former les ressources pour y faire face. Et aussi, nous avons le problème, comme vous avez cité tout à l'heure, de l'informel. Donc, on essaie de trouver aussi quelles sont les meilleures solutions pour pouvoir justement ajouter ces gens-là à la distribution, qu'ils deviennent opérateurs normaux. Nous allons y revenir et bien sûr, nous allons clôturer ce débat avec vos recommandations, messieurs, non seulement pour le secteur de la distribution, mais aussi de manière générale le commerce et les services que vous représentez au sein de la CGEM, Hamid Belfdel. Alors, bon, 20 ans qu'on n'a pas organisé d'assises du commerce, et là, le 24 et 25 mars, plutôt avril, pardon, seront organisées ces assises du commerce. Qu'attendez-vous de ces assises concrètement au sein de la CGEM? Au sein de la CGEM, notre attente, c'est que ces assises soient une vraie mobilisation de l'ensemble des acteurs, aussi bien du secteur public que du secteur privé, pour que, comme vous l'avez dit, que ce secteur du commerce puisse jouer son rôle de façon dynamique, de façon impactante. Un chiffre, peut-être, je pense qu'il faut peut-être... Les chiffres sont importants pour pouvoir situer un peu le poids du secteur. Absolument, surtout que c'est une émission économique. Exactement. Oui. Alors, le secteur du commerce intérieur représente, bon an, mal an, entre 10 à 12% du PIB marocain. Et emploie 1,5 million, à peu près 1,5 million d'emplois. Et donc, c'est à peu près entre 13 et 15% de la population active. Donc, voilà un peu le poids du secteur du commerce. Alors, ce secteur, bien évidemment, comme tous les autres secteurs de l'économie nationale, a besoin d'une vision, a besoin d'une visibilité. Parce que quand on a de la vision, quand on a de la visibilité et on a l'accompagnement de l'État, les opérateurs économiques peuvent investir. Et suivent. Parce qu'en fait, c'est cela. Si nous souhaitons que le secteur du commerce, à sa contribution au PIB, arrive à 15 ou 17%, il faudrait que les opérateurs économiques investissent. Et pour qu'ils investissent, il faut qu'ils aient de la visibilité, il faut qu'ils soient dans la sérénité par rapport au développement de leur secteur d'activité. Encore une fois, quelle que soit la composante, parce que le secteur, vous l'avez bien dit, le secteur du commerce a 3 composantes principales. La grande distribution, ce qu'on appelle GMS ou la distribution moderne, le commerce en réseau, les franchises et autres, mais également le commerce de proximité. Le commerce de proximité pèse encore aujourd'hui 80%.
Après, ça dépend si c'est dans l'alimentaire ou pas dans l'alimentaire, mais globalement, c'est 20%, 80%. Et donc, quelque part, les trois composantes de ce secteur devraient avoir une vision, une visibilité pour qu'ils puissent investir et continuer à créer de l'emploi. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, enfin, en tout cas, à la veille de ces assises du commerce, on peut... Parce qu'il y a eu le plan Rawaj, en tout cas, qui était censé tracer la voie et justement avoir cette vision, ou ne serait-ce que une meilleure visibilité par rapport à l'avenir. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a eu ne serait-ce qu'une petite disposition, je ne dirais pas petite, mais peut-être une disposition dans la loi de finances qui a fait que ça fait ressortir finalement les vrais mots de ce secteur. Ça montre la sensibilité. Absolument. Très sensible. Les marges sont tellement petites que les gens réagissent aux moindres petites perturbations. Quand on parle des marges, on parle des grossistes, on parle des petits ou moyens commerçants, qui finalement marchent peu. Les marges diffèrent entre 1 et 15%. Donc, d'après les statistiques qu'on a, ce qui reste très, très, très peu. Et alors, vous, en tant que fédération des métiers de la distribution des produits donc, de grande consommation, est-ce que vous pensez que vous avez d'abord été consulté, concerté avec les autorités pour tracer ne serait-ce que peut-être les principales questions qui seront débattues lors de ces assises du commerce, sachant qu'il n'y a pas eu de note de cadrage ni de loi cadre qui seront discutées. Est-ce que vous avez été concerté? Nous avons commencé la concertation. Très bien. Nous avons commencé la concertation. Il y a un pas. Après cette histoire d'ICE, il y a un pas. Il y a l'avant et l'après. Donc il y a une prise de conscience comme quoi il y a un dialogue qui doit s'instaurer entre les opérateurs et l'administration. Je pense que ce qu'on attend de ces assises, c'est plus un dialogue win-win et qu'on puisse discuter des vrais problèmes de la profession, à savoir l'informel. Comme a dit Sibel Fadel, on représente, le commerce représente 1,5 million d'emplois, 10% du PIB. L'informel, on n'a pas des chiffres, mais on pense qu'il représente le double, à savoir 20% du PIB et 3 millions d'emplois, donc qui est énorme. Il faut savoir gérer justement ce passage. Ces gens-là doivent, à terme, rejoindre un peu le groupe des opérateurs pour pouvoir justement, il faut leur donner l'assurance, il faut les mettre en confiance pour qu'ils puissent rentrer dans le formel. Et effectivement, quand l'État le fait, tout à l'heure vous avez parlé de Rawaj, il y a eu une première expérience, un premier bilan qui a été publié par le ministère de tutelle. Là, sur la période 2009-2013, il y a eu à peu près 564 millions de dirhams qui ont été investis par l'État dans ce secteur-là. Et on a eu, comme résultat, un accroissement de la valeur ajoutée du secteur de 1,8 milliard de dirhams. Donc, en face, on a 564... Ça représente 1,8 milliard, ça représente quelque chose comme 0, mais c'est déjà très bien, 1,8 milliard. Je pense qu'il faut le voir en ratio. Ouais. Très bien. Un dirham investi de l'État, on a à peu près 3,2 dirhams de valeur ajoutée créée par le secteur. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc, cette valeur ajoutée, bien évidemment, est quelque chose à encourager. Un autre indicateur qui est important, c'est que chaque fois que l'État a investi 100 000 dirhams dans le cadre du programme Rawaj, il y a eu 2 emplois qui ont été créés dans le secteur. Donc, vous voyez un peu l'effet induit. Et tout à l'heure, je parlais de visibilité. L'État a organisé les assises du tourisme. Ça a donné de la visibilité aux opérateurs du tourisme. Elle a mis en place les assises de l'industrie avec une stratégie industrielle et ça a donné de la visibilité aux opérateurs de l'industrie. Ben, c'est la même chose dans le commerce. Encore une fois, les opérateurs, ils ont besoin, 1, d'une vision, 2, de mécanismes d'accompagnement et d'appui qui soient bien évidemment adaptés au secteur, et c'est là où ce que dit M. Lage est important. Alors pour vous, ces accompagnements, ces mécanismes d'accompagnement qui font partie de ce plan Rawaj ont été adéquats? Pas tout à fait. Peut-être la réponse de retour, j'arrive à... Vous savez, il n'y a eu que 22 500 commerces de proximité qui en ont bénéficié. On peut se poser la question, pourquoi? Mais ils en ont bénéficié comment? Juste parce que peut-être que c'est bien de rappeler aussi. Est-ce que c'est moyennant de l'argent? Oui, parce qu'il fallait mettre à niveau les boutiques de commerce et ça a été pris en charge en partie par ce budget de la part de l'État. Très bien. Mais les opérateurs nous disent que c'est extrêmement compliqué.
ces procédures sont trop compliquées. Bon, bien sûr, les grandes enseignes, la distribution moderne pourrait en bénéficier un peu plus facilement parce qu'elle a des équipes qui pourraient gérer ces dossiers. Justement, c'est ça la problématique, c'est que les grandes enseignes, elle a plus profité aux grandes enseignes, au développement de la distribution, des franchises, qu'au développement du commerce traditionnel. De proximité. Voilà, de proximité traditionnelle. Donc, je pense que Rawaj devrait se revisiter et aller plus vers le commerce traditionnel et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le développer davantage. Et c'est un représentant de la grande distribution qui le dit quand même. Alors, non, c'est intéressant de voir que... Alors, du coup, le plan Rawaj arrive à terme en 2020, c'est-à-dire dans un an. Est-ce que la plupart des objectifs ont été atteints? Et justement, repenser peut-être ce plan, parce qu'il est trop tard un peu pour le repenser, mais en tout cas, peut-être repenser un plan Rawaj pour une autre Malheureusement, les seuls chiffres publiés sont ceux de la période 2009-2013. 2013, bah justement. Donc, de 2013 à aujourd'hui, on n'a pas, pas le bilan, malgré qu'il y a eu quand même un budget qui a été annoncé de 9,3 milliards de dirhams qui était prévu pour cette période-là, 2013-2017. On ne sait pas est-ce que ça a été exécuté ou pas, on ne sait pas, mais il y a eu une prévision qui a été faite. Maintenant, je pense qu'effectivement, et je pense que même l'ensemble des acteurs, aussi bien publics et privés, sont en phase aujourd'hui de préparer l'après-Rawaj, peut-être un Rawaj 2 ou un autre nom, peu importe, mais l'idée c'est de donner de la visibilité en s'adressant de façon, je dirais, appropriée à chacun des segments du commerce. Bien évidemment, là où on a l'impact la plus important en termes, je dirais, de territoire, c'est les commerces de proximité, mais la grande distribution a également son rôle. Un chiffre peut-être encore une fois, un mall en moyenne crée au Maroc 1500 emplois. Bien sûr, c'est peut-être pas suffisant, mais voilà un peu l'idée. Encore une fois, moi je considère ça, je donne souvent cet exemple, le commerce moderne, la grande distribution, le commerce en réseau et le commerce de proximité, ce sont les trois piliers qui font qu'on peut tirer le commerce vers l'avant. Les trois sont nécessaires. Elles sont en complémentarité, elles ne sont pas obligatoirement en compétition. Parce qu'encore une fois, il faut voir le commerce comme étant le dernier maillon de la chaîne. Merci, j'arrivais à cela. J'arrivais à cette chaîne, parce qu'on parle du commerce, il faudrait peut-être qu'on remette déjà les choses dans leur contexte. Comment est composée cette chaîne avant que ça n'arrive au consommateur final ou avant que ça n'arrive à une de ces trois composantes du commerce? Expliquons peut-être aux téléspectateurs d'abord cette chaîne de valeur. On a d'un côté l'industriel. La première étape, c'est l'industriel. La deuxième étape, c'est... alors, si c'est de l'importer, on a l'importateur. Exactement. On a le logisticien. Et ensuite, on a le commerçant, celui qui livre le produit au client, là où on achète le produit. C'est bien ça, on a les quatre étapes. Et aujourd'hui, si on veut, encore une fois, et ça c'est très intéressant ce que dit M. Lage tout à l'heure, il a parlé d'Amazon. Le Maroc ne peut pas rester fermé ad vitam aeternam. À un moment donné, on va être amené à avoir cette concurrence. Et en fait, la meilleure façon de se préparer, c'est de mettre à niveau notre distribution, pour que demain, quelle que soit la concurrence qui peut venir du Maroc ou de l'étranger, elle puisse pouvoir, je dirais, réagir de façon convenable à ce qu'on préserve les emplois. On voit aussi que la distribution traditionnelle résiste par rapport quand on voit que la grande distribution a démarré il y a 25 ans à peu près. Et malgré tout, elle a accéléré ces 10 dernières années, où elle a gagné 10 points à peu près de part de marché. Mais il reste que on reste à 80% ou même plus de distribution traditionnelle. Alors que si on prend nos voisins, l'Europe du Sud, ils sont plus à 80 grandes surfaces et grandes distributions et 20% de distribution de proximité. Mais parce que pas tous les Marocains disposent peut-être d'un véhicule pour aller faire leurs courses il y a beaucoup dans de les données, grandes distributions. Il y a beaucoup de données, il y a des choses traditionnelles, il y a le crédit qui est donné par les de proximité. Il y a aussi le fait que, s'il y a eu ces 10% ces 10 dernières années, c'est qu'il y a une urbanisation qui augmente et un pouvoir d'achat qui s'est amélioré. Donc ça va doucement. Je veux dire que par rapport au pronostic du départ, il y a une résilience de la part de... Est-ce qu'il y a un maillon faible dans cette chaîne de distribution, dans cette chaîne de valeur de distribution, à savoir, par exemple, sur le côté logistique, sur le côté des intermédiaires aussi? Parce qu'il n'y a pas cette fluidité, en tout cas, entre l'importateur / industriel vers le commerçant. Des fois, il peut y avoir jusqu'à plusieurs intermédiaires. Vous savez, le marché de distribution est un marché
qui est appelée à se développer. Je suis aussi industriel et croyez-moi que le problème de la distribution est un vrai problème. On préfère, autant qu'industriel... Parlons-en justement. Voilà, on aurait voulu avoir plus d'opérateurs au niveau de la distribution pour pouvoir justement déléguer cette distribution et pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Le problème de la distribution, c'est les ressources humaines, comme j'ai dit au départ, et aussi l'immobilier, je veux dire le foncier. Il faut qu'il y ait plus de foncier à disposition de la distribution pour pouvoir avoir de grands centres de distribution et pouvoir rayonner un peu partout. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, non. Ça doit être un des débats au niveau des assises. Ben voilà, on est en train un peu de faire un préambule de ces assises du commerce. Pourquoi pas, malheureusement, encore une fois, je le rappelle, sans la présence de la tutelle qui s'est donc désistée. Hamid Belfdel, peut-être une réaction avant la pause. Non, mais justement, je pense qu'il y a deux messages importants à souligner. C'est que, la distribution, on va dire le commerce de proximité ou le commerce traditionnel, effectivement, a montré une certaine résilience. Et moi, je pense, de mon point de vue, quand on voit des pays qui avaient un peu négligé ce commerce de proximité, le regrettent un peu, revenir en arrière, tant mieux donc que le Maroc n'a pas fait cette erreur, et tant mieux donc que ce commerce de proximité a démontré cette résilience. Et donc, il faut l'encourager pour justement qu'il continue à développer cette résilience, non pas contre, mais à côté de la distribution moderne. Parce qu'in fine, ce qui est important, c'est que l'industriel puisse vendre ses produits et que le consommateur puisse les trouver de façon aisée. Au meilleur prix aussi. Au meilleur prix. Alors, en parlant de meilleur prix, qu'en est-il, par exemple, on parle de commerce de proximité, il y a aussi les hard discounters. Généralement, ce sont des enseignes étrangères, bien qui s'installent. Ce sont aussi des commerces de proximité. Est-ce qu'elles ne, finalement, font pas un peu concurrence aussi à ce petit commerçant? Bien sûr. Là, c'est la vraie concurrence. C'est la vraie concurrence, c'est la vraie concurrence au petit commerce. Et il y a un impact? Ben oui, il y a un impact. On voit des commerces de proximité fermés à cause de cela, à cause des hard discounts qui se mettent dans les quartiers, bien sûr, et qui, avec des petites surfaces. Avec des petites surfaces. Avec un plan de développement très rapide, 50 à 60 magasins par an. Et avec des produits essentiellement importés. Donc, ils tuent l'industrie et ils tuent le commerce. Mais alors, que faire? Ben là, encore une fois, c'est les politiques publiques. C'est les politiques publiques. Nous sommes là aussi pour peut-être faire des propositions aux politiques publiques. Je pense que le premier élément, justement, c'est mettre en place, activer un plan ravage qui zoome, qui concentre l'effort sur les commerces de proximité. Exact. Pour leur permettre... Parce que, encore une fois, il y a un vrai service qu'apportent ces commerces de proximité. Il y a le fameux carnet de crédit, mais il y a également un certain nombre d'apports immatériels qui ne sont pas obligatoirement, vous l'avez évoqué dans votre édito, c'est presque une philosophie de quartier. Et donc, je pense que c'est important de le garder, de le préserver. Et on voit un certain nombre de villes européennes qui financent énormément ces commerces de proximité, qui les aident pour que le cœur de ville continue à s'animer, à rester vivant, à rester humain, vous avez raison, à rester humain. Et donc, c'est important que les pouvoirs publics, en même temps, le volet, je dirais, distribution moderne et le volet logistique qui est important, où il y a besoin de financement, de foncier. Cette année, l'État a accordé du foncier aux opérateurs du tourisme, aux opérateurs des promoteurs immobiliers, à des industriels, pourquoi pas, à des logisticiens et à des enseignes nationales de distribution, pourquoi pas. Et les incitations également devraient être mises en place, comme elles ont été mises en place pour le secteur de l'industrie, pour le secteur du tourisme, mais il faudrait que ce soit également mis en place pour la logistique et pour la distribution. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que le constat est là. On manque terriblement de zones de logistique. Est-ce que cela aussi n'impacte pas de manière... Par exemple, ces importateurs-là, c'est plutôt, je dirais, ces commerces de proximité, ces hard discounters. Comment ils font? Comment ils font? Ils ont un accès à des fournisseurs étrangers et ils travaillent d'une manière différente par rapport aux opérateurs qu'on connaît traditionnellement. Et bon, il faut juste préciser quelque chose. J'aimerais bien revenir à ce qu'a dit Sib Belfdel par rapport à Rawaj. Je pense que le plan Rawaj a 10 ans. Et en 10 ans, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Le focus devrait aller vers les commerces de proximité, voir comment les protéger, comment les faire développer davantage. Je pense qu'on aura beaucoup à gagner et éviter les erreurs qui ont été faites par les autres pays. Et ça devrait améliorer beaucoup les choses.
Autre chose par rapport aux opérations d'importation, on constate qu'il y a une étude qui a été faite par McKinsey qui dit comme quoi au Maroc on a 35% de valeur ajoutée par rapport au prix initial. Alors qu'en Europe, par exemple, si vous prenez l'Europe du Sud, ils sont à 18%, et en Allemagne, par exemple, ils sont à 10%. Quelle que soit l'origine. Quelle que soit l'origine. Ça veut dire que le coût d'importation, le coût de service, etc., est élevé au Maroc. Donc on doit travailler pour le ramener à des normes qui se rapprochent, si ce n'est pas 20%, c'est 25% au moins qu'on gagne 10% pour que le consommateur soit protégé, pour que justement on développe davantage et sainement la distribution au Maroc. Très bien. Donc il faut se pencher sur les problèmes, pourquoi on a ce 35%, et ça c'est... Et ça a à voir aussi avec des droits de douane, la lenteur des procédures administratives. C'est plutôt administratif, c'est plutôt les contrôles, c'est plutôt beaucoup de choses. Alors quand vous imaginez que l'informel ne subit pas ce genre de choses, je ne vois pas pourquoi il va venir dans... C'est tout bénef. Enfin, voilà. Ben oui, c'est eux qui sont... Si je puis me permettre l'expression. Il n'y a ni impôt, ni TVA, ni contrôle... Ni foncier. Ni foncier, ni rien. Très bien. Alors, messieurs, je vous propose de continuer cette conversation fort intéressante après cette courte pause. Nous reviendrons au débat. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Éco-Débat que nous consacrons aujourd'hui à un secteur vital pour notre économie, celui du commerce et des services. Alors, cette question qui s'impose dans la foulée de la conversation qu'on a eue avant la pause, il y a ce débat, cette question éternelle entre l'informel et la paix sociale. Comment arriver à ce juste milieu entre combattre l'informel? Là, j'évoquais cette question des opérateurs qui sont dans l'informel, qui ne sont pas obligés de payer ces 30% ou 31%, il me semble. C'est le coût de la... C'est le coût de l'importation. Voilà, le coût de la... Je veux dire, il y a toute la logistique, tout est... Exactement. Donc, ils sont un peu épargnés de ce coût-là. Ils doivent être en plus d'autres coûts. Et en même temps, garder cette paix sociale au Maroc. Sib El Fadel, comment envisagez-vous ce juste milieu en tant que représentant du patronat et de cette fédération du commerce et des services à la CGEM? J'ai pas de baguette magique, sinon ça se serait su. Non, je pense que d'abord c'est une démarche progressive et d'accompagnement. Le fait d'être dans une situation d'informel, d'abord il y a une étude qui a été faite par la CGEM il y a un peu plus d'une année maintenant, qui a décortiqué l'informel au Maroc et qui l'a vraiment bien explicité. D'ailleurs, vous avez invité M. Fikrat ici même et il en a parlé. Vous êtes à jour. Voilà. Et je pense que, encore une fois, le message le plus important, c'est de dire les personnes qui sont en situation d'informel ne sont pas dans une situation où ils sont satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits de cette situation. Ils veulent évoluer. Et donc, la bienveillance collective que nous devons avoir, c'est de voir comment on peut le faire évoluer. Après, il y a ceux qui profitent de la situation de l'informel. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas ceux qu'on voit dans la rue qui vendent des produits. Non, moi, je parle justement de ces grossistes de l'informel, voilà. Si on peut les appeler ainsi. Il y en a même ceux qui les appellent des mafias. Alors, je pense que si on les accompagne correctement, et si, encore une fois, l'informel s'explique par un phénomène très simple macroéconomique, qui est celui de dire, en fait, si je choisis le circuit normal, j'ai un surcoût par rapport à un circuit informel. En fait, il suffit tout simplement de réduire le surcoût que j'ai dans le circuit normal. Et qu'il ait un intérêt à rentrer dans le formel. Et qu'il ait un intérêt. Donc, si à un moment donné, je me retrouve... nous, dans une vie antérieure, on avait fait une étude sur l'informel à Darb Ghallef. Et les gens nous disaient, en fait, nous, à la rigueur, on peut payer les impôts. D'ailleurs, on les paye d'une certaine manière. Et... c'est le fils qui vient jusqu'à chez nous, etc. C'est des gens qui viennent jusqu'à chez nous. On n'a même pas à nous déplacer pour aller payer X, Y ou Z, telle administration. Absolument. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, avec les efforts qu'a fait la DGI, avec la digitalisation, en fait, ça simplifie quelque part. On n'a plus besoin d'aller se déplacer pour payer ces impôts. On peut les payer en ligne. Maintenant, il faut baisser la pression fiscale. Et pour baisser la pression fiscale, effectivement, il y a un effort à faire collectivement. D'abord sur ce qu'on attend de l'État en tant qu'acteur, parce que la fiscalité sert pour délivrer les services de l'État. Quelque part, il faut qu'on collectivement se dise qu'est-ce que nous attendons en fait de l'État collectivement, pour que quelque part on puisse réduire cette pression fiscale pour créer plus de valeur. Parce que quand on réduit la pression fiscale, mécaniquement, on réduit la pression fiscale et on allège
les procédures d'interaction entre l'opérateur privé et l'État. C'est ça le gros problème aujourd'hui que nous avons dans notre pays. C'est que chaque fois que l'opérateur privé a une interaction avec une administration, quelle qu'elle soit, il craint cette interaction. Il la voit comme étant quelque chose d'insurmontable. Pourquoi ça devrait être ainsi? Alors que, justement, donc celui qui est dans l'informel n'a pas ces interactions. Et donc, il vit quelque part aux confins de l'administration et il n'a pas à supporter toute cette pression fiscale ou de procédure que met en place l'État. Je pense que c'est pas une baguette magique, mais c'est un déjà pour commencer un premier pas. Alors, il faut juste, le contrôle dans tout ça. Si je peux continuer sur ce qu'a dit Sébastien, il faut vraiment sécuriser ces gens-là. Je pense que ces gens-là ne demandent pas mieux que de passer dans le formel, mais il faut les sécuriser. Il faut que, premièrement, ils ont peur des impôts, ils ont peur des contrôles, ils ont peur de beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils vivent dans un monde parallèle par rapport au monde des opérateurs qui ont pignon sur rue. Donc il faut les assurer par rapport au paiement des impôts, par rapport à ce qui va venir, qu'est-ce qui les attend. Donc tout ça, c'est un travail que l'administration doit faire pour pouvoir attirer ces gens-là et les rentrer au fur et à mesure. Il y a eu des mesures où les gens payent un forfait, il y a eu des mesures... Donc, il faut c'est ce qui est fait pour les petits commerçants, ils payent un forfait, il faut vraiment, parce que finalement, le personnel qui travaille, les gens qui travaillent dans l'informel, j'ai dit tout à l'heure un chiffre de 3 millions de personnes, ils vivent dans la précarité, ils n'ont pas de protection sociale, donc tout ça, il faut les amener à ce que ces gens-là, de toute façon, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas de taxes, ils ne payent rien. Donc il faut les amener petit à petit à ce qu'ils se sentent à l'aise dans le système formel. Alors, en parlant du système formel, je voudrais juste insister sur cette question de contrôle. Au-delà du contrôle fiscal, qu'en est-il du contrôle de qualité dans la distribution, au Maroc? Le contrôle de qualité, on est souverain par rapport à ça. C'est juste qu'un des problèmes qui ressort un peu dans la distribution, c'est que quand il y a des changements, il y a des décisions qui sont prises, on n'est pas informé. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'on apprend par les transitaires comme quoi il y a eu un changement d'étiquetage ou un changement de phytosanitaire ou un changement de je ne sais quoi au dernier moment. Donc il y a des gens qui importent et qui continuent à importer. Quand ils arrivent, on leur dit « Ah, il y a un changement d'étiquetage ». Ça, c'est au niveau des douanes. Au niveau des douanes, au niveau de l'ANSA, toutes les administrations. Parce qu'il y a juste cette polémique par rapport au thé importé qui est distribué. Parce que l'ONSA vient de réagir et vient de relever ou d'ailleurs baisser le taux de pesticides. Oui, c'est un taux de pesticides. Je pense que certains disent comme quoi, quand c'est chauffé, ça s'évapore. Et donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres par rapport à ce contrôle qualité, finalement, au produit qu'on propose aux consommateurs marocains. Le contrôle, c'est très bien. Le contrôle qualité, c'est très bien. Mais il faut qu'il y ait un dialogue. Un dialogue. Quand il y a un changement, on appelle, on dit voilà pourquoi on veut le faire, voilà ce qu'on veut faire, préparez-vous à ce que ça arrive. Et donner un sursis par rapport aux gens qui ont déjà des importations qui arrivent ou quelque chose comme ça. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils décident, c'est appliqué le jour même au niveau des entrées des marchandises, sur Estari, sur coût, inquiétude des opérateurs. Les gens, ils ont toujours une angoisse. Les opérateurs ont toujours une angoisse. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça ne va pas changer? Donc tout ça, il faut vraiment qu'il y ait un dialogue qui permet justement de travailler sereinement pour tout le monde. Oui, bien sûr. Je pense que c'est une problématique qui est assez importante. Et d'ailleurs, ce qu'on a vécu au mois de janvier est exactement dans le même genre d'idée. Aujourd'hui, ce secteur du commerce, n'étant pas suffisamment représenté, n'étant pas suffisamment défendu, quelque part, les pouvoirs publics prennent des décisions qui sont de bon sens, on ne discute pas, qui sont dans l'intérêt général, on ne discute pas. Mais l'accompagnement de ce secteur pour pouvoir le préparer à ces changements est indispensable. Moi, j'ai toujours dit, quand on veut faire changer quelque chose au niveau du secteur bancaire ou dans le secteur des assurances, on donne du délai aux opérateurs, on donne des délais aux compagnies d'assurance et aux banques pour se préparer à ce changement. On devrait faire la même chose, tout ce que vous évoquez tout à l'heure dans le contrôle, ou dans la même chose dans la fiscalité pour les commerces de proximité. Il faut donner du délai, il faut donner de l'accompagnement. Et de l'information. Il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue au préalable. Le BABA, l'information. Il faut qu'il y ait un dialogue au préalable. Oui. Ensuite, une fois que c'est décidé, on donne le temps pour le préparer et qu'on mette en place l'accompagnement. Est-ce que la Chambre de commerce ne joue pas ce rôle?
Je ne suis pas représentant de chambre de commerce, mais je pense qu'il le joue. Je pense qu'il le joue, mais peut-être pas suffisamment. Je n'ai pas suffisamment d'informations. Souvent, les opérateurs sont pris entre des modifications ici au niveau de la législation d'importation et le pays concerné qui n'est même pas au courant. Donc, normalement, il doit y avoir un dialogue entre les différentes administrations pour leur dire voilà ce qu'on veut, préparer en amont les choses, comme ça, on évite d'arriver dans ces... Finalement, ça se traduit par quoi? Un surcoût pour le consommateur et un stress pour l'opérateur. Et finalement, personne n'en sort gagnant de cette histoire. Alors, bon, on a un peu parlé de cette question, et vous avez évoqué cette question d'investissement dans le secteur du commerce. Ça fait partie de notre culture, nous, le commerce. Je veux dire, parmi les pays qui ont vraiment, depuis l'aube des temps... on a ça dans le sang. On a ça dans le sang, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'intéresse à ce secteur-là? Qu'est-ce qui fait qu'on est incité? Qu'est-ce qui fait qu'on est motivé pour investir, pour entreprendre en tant que jeune ou jeune entrepreneur? Je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure, Célège l'a dit, il y a du changement. Le consommateur a changé. Ce n'est plus le consommateur des années 70 et pas du tout celui des années 90. Il y a eu un changement. Le consommateur est exigeant en termes de qualité, est exigeant en termes de prix, est exigeant en termes de temps dépensé pour l'achat. Exactement. Et donc tous ces aspects-là n'existaient pas obligatoirement dans le passé. Et donc le changement du consommateur et justement la résilience dont a parlé M. Lalèche du commerce de proximité s'explique en partie par sa capacité à s'adapter. À s'adapter aux exigences du consommateur. Mais ça, c'est le... Sans étude marketing, vous savez, la meilleure étude marketing que vous pouvez faire, c'est celle d'être au quotidien avec le client en contact. Absolument. À la fin de la journée, à la fin du mois, vous dites, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Les clients, avant, ils venaient discuter avec moi, ils me disaient comment vont les enfants. Maintenant, ils viennent du don, ça. Et là, ça veut dire le temps. Il n'a plus beaucoup de temps à passer avec moi. Et donc, je dois organiser mon commerce de telle sorte à ce qu'il ne perde pas de son temps, tout en le poussant à acheter le maximum. C'est la meilleure étude que vous pouvez faire. Encore une fois, le bon sens, l'intuition commerçante, vous avez parlé, qui est un peu innée chez les Marocains, tant mieux, quelque part. C'est une terre de commerce. Mais en même temps, il faut s'adapter. Par exemple, il y a... C'est ça, comment moderniser justement Par exemple, quand on prend ce commerce de proximité, c'est cela. Moi, il y a une idée qui a été mise en place au niveau du ministère de l'Agriculture que j'ai trouvée géniale. Un jour, le ministère de l'Agriculture s'est rendu compte, bien évidemment, qu'on a l'agriculture répartie, il y a beaucoup d'agriculture vivière, etc. Alors, comment on fait avec ces agriculteurs, ces centaines de milliers d'agriculteurs, chacun a sa petite parcelle? Il a inventé le concept de l'agrégation. Pourquoi on n'encourage pas l'agrégation dans le commerce de proximité? C'est une technique, ça s'appelle le commerce en réseau, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Ça existe partout dans le monde, des commerçants, sans citer de marque internationale. Ils sont partis de petits commerces et aujourd'hui, c'est des grands réseaux de distribution internationaux qui sont partout dans le monde. Pourquoi ne pas encourager l'agrégation de petits commerçants au Maroc? Bien évidemment, on ne peut pas le faire comme ça. Il y a eu des études qui ont été faites. La première frein à l'agrégation que nous avons dans le commerce de proximité, ils souhaitent avoir l'amnistie fiscale. Ils vous disent, OK, je veux rentrer dans un réseau, mais les années passées vont être calculées par le fisc sur ce que je fais aujourd'hui dans le cadre d'un formel. Donc il faut que j'ai une amnistie fiscale sur le passé. Est-ce que ce n'est pas un débat qui revient sur la table? Parce que ça a déjà été le cas dans les années 90. Et là, c'est... en tout cas, en ce qui concerne cette amnistie fiscale, on le redemande encore aujourd'hui, même si on a... Encore une fois, l'amnistie fiscale des années 90, c'était pour des questions budgétaires. Très bien. Là, aujourd'hui, c'est pour une politique publique dans un secteur particulier. Parfait. Tourner une page et ouvrir une nouvelle page. Voilà, il faut faire la différence entre les deux, la différenciation entre les deux. Mais quand on voit, par exemple, pour la distribution, le taux de pénétration au Maroc par rapport aux autres pays, n'est-il pas un peu moins élevé, puisque vous parlez d'agrégation? Par exemple, la grande distribution... En moyenne distribution d'ailleurs, on est à 15% de surface commerciale par habitant, 11 mètres carrés pour être plus exact. C'est 4 fois moins qu'en Turquie. Est-ce que c'est le fait que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure par exemple pour la distribution, c'est le fait que le foncier coûte trop cher? Parce qu'il nous faut des surfaces pour ces agrégations, si vous le faites. Ouais. Vous en pensez quoi, chez Keblen? Moi je pense qu'il faut, j'ai parlé du problème du foncier, pour permettre à des entreprises de distribution de grandir dans de bonnes conditions et de pouvoir répondre aux besoins du marché. Il y a aussi le fait que les épiceries doivent se moderniser. Et c'est là où peut-être le plan Rawaj doit un peu se focaliser et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là
et pouvoir... Parce que nous, en distribution, on distribue tout le monde, que ce soit les grandes surfaces ou les... On a besoin qu'il y ait une harmonie entre tout le monde. Très bien. Est-ce que c'est... parce que vous parlez de modernisation, est-ce que ce circuit de distribution, il est modernisé par rapport aux petits commerçants et moins petits commerçants d'ailleurs? Il répond aux besoins du marché. C'est-à-dire Donc, aux besoins du marché, il y a 140 000, je crois, points donc, ce n'est pas évident de distribuer sur les 140 000. La distribution telle qu'on la connaît, elle est récente. Quand on voit les sociétés de distribution, il y a 10-15 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Donc maintenant, elles sont en train de s'organiser, elles ont besoin de plus de moyens, elles ont besoin de répondre à la demande de la population qui devient de plus en plus urbaine et qui demande plus de variété, plus de produits et de moins en moins cher. Oui. Pouvoir d'achat, vous connaissez. Donc, oui, de toute façon, c'est partout. Le moins cher est le meilleur. Donc tout ça, quand on voit tout ça, il va falloir aller encore plus dans la distribution et dans la professionnalisation de la distribution, dans la logistique. Ça demande des investissements, ça demande des investissements humains et des investissements au niveau du foncier. Privé aussi. Oui, bien sûr, les investissements sont privés. Là, est-ce qu'il y a des instituts de formation dans ce sens? On doit justement y arriver. On doit y arriver pour les logisticiens. On doit, c'est qui doit? Nous, les premiers, hein, on a commencé. Bien. Mais bon, à notre étape, on a commencé. Il y a une première promotion de 30 commerciaux qu'on a fait avec l'école française, avec la Chambre de commerce française. Donc il y a une première promotion de 30 et j'espère qu'on va pouvoir développer davantage. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience générale par rapport à ça et faire un programme de formation pour les commerciaux et pour les logisticiens. Ça, c'est un besoin qu'on a. On parle de chômage. Quand on cherche de bons logisticiens, on n'en trouve pas. Et des bons commerciaux qui ont une formation de commerciaux, on n'en trouve pas. On en trouve moins. Alors, bon, on parle formation, Hamid Belfdel, on ne peut pas ne pas vous poser la question, puis, au vu de votre autre casquette, justement, dans ce domaine de formation. Est-ce que vous pensez que c'est l'un des nouveaux métiers, enfin, ce n'est pas si nouveau que ça parce qu'il est historique, mais en tout cas, des métiers modernes dont on ne s'occupe pas assez? Effectivement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le commerce moderne et la distribution, la logistique sont apparus au Maroc, on a fait avec ce qu'on avait. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que c'est des métiers pointus. Exact. Il faut former les gens pour. Alors, c'est assez paradoxal. Il y a eu beaucoup de masters, entre guillemets, qui ont été mis en place dans les universités, de logistique, mais ce n'est peut-être pas le besoin des logisticiens. On n'a pas besoin de gens de tant de bac plus 5 en logistique. Et donc, il y a un décalage, effectivement, entre l'offre et la demande des opérateurs. Alors, bien évidemment, les activités, les commerciaux, ça, c'est encore plus grave parce que les gens pensent qu'ils sont commerciaux par nature. Oui, peut-être qu'on a un don, mais il faut quand même, il y a une formation, il y a un savoir-faire, une façon de faire, des techniques à apprendre, et donc il y a des formations adaptées. Nous, au niveau de la Fédération Commerce et Services, notre premier axe a été de signer une convention avec la Chambre française de commerce et d'industrie pour justement développer une formation pour les managers de nos membres. Et c'est une convention vraiment intéressante où on implique également les régions CGEM et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais en même temps, nous soulignons dans nos recommandations aujourd'hui par rapport au développement du commerce que le capital humain est un élément important du développement de ce secteur. Alors après, il reste, on va dire, il faut s'occuper également du capital humain, du commerce de proximité. Et ça, c'est tout l'enjeu, je dirais, peut-être qui est encore à défricher, parce que ces commerçants, ils sont en général auto-entrepreneurs, entre guillemets, c'est-à-dire monosalariés, ils ont peut-être 2-3 personnes, et quand ils se développent, ils ont 2-3-4 personnes, et c'est là où peut-être il faut faire un travail d'ingénierie pour pouvoir imaginer quelle formation où les chambres de commerce et d'industrie peuvent être un relais important. Dans d'autres pays, c'est le cas, c'est eux qui forment le personnel de ces. Non, parce que c'est à se demander finalement quelles sont les missions de ces chambres de commerce il en existe des centaines dans notre pays. Alors, puisqu'on parle modernisation et puisqu'on parle formation, messieurs, qu'en est-il du e-commerce dans tout cela ? On reste encore dans le commerce classique, alors que maintenant, dans d'autres contrées, tout se passe sur Internet finalement. Et on le voit même dans notre pays, l'évolution du secteur est en nette hausse. On parle d'une hausse à 2 chiffres, en tout cas pour l'année 2018. On en est où ?
pour cette question en particulier? Je pense qu'il y a des produits, il y a des segments de marché qui sont beaucoup plus adaptés au e-commerce maintenant. Par exemple, tout ce qui est électronique aujourd'hui, je pense que, je n'ai pas les chiffres, mais je pense que c'est la part de marché du e-commerce dans l'électronique doit augmenter de façon significative. Il y a d'autres domaines, je pense, où ça va encore être timide. Là, encore une fois, tout dépend de ce que nous voulons en termes de politique publique. Si nous souhaitons encourager du contenu marocain sur les réseaux, sur le web, ben, l'un des vecteurs, c'est le e-commerce. Et encore une fois, la logistique revient parce que les logisticiens, les e-commerçants ont besoin de logisticiens. Exactement. Ont besoin de logisticiens et peut-être aussi, ça, dans d'autres pays, moi j'avais vu ça il y a quelques années au Japon et ça commence à se développer également en Europe, les commerces de proximité sont des points relais pour les e-commerçants. Parce que le e-commerce, une fois que vous avez commandé, vous allez avoir la contrainte de vous retrouver chez vous au moment où on vous livre. Bah, tiens, on va livrer un commerce de proximité, ça crée des revenus complémentaires. Et ça modernise ce commerce de proximité, finalement. De toute façon, on revient même à ce commerce de proximité, comme ce qui se faisait avant, quand le voisin voulait laisser quelque chose à son voisin, il lui laissait chez Moul Pisserie. En tout cas, qu'en est-il de Amazon? Vous avez cité cet exemple tout à l'heure. Amazon s'est installé au Maroc, enfin, en tout cas, une représentation au Maroc. Bon, est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a une certaine menace de cette distribution-là, notamment électronique? Non. On ne peut pas éviter ce genre de choses, c'est l'évolution naturelle. Mais je pense que de toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, quel que soit le e-commerce qui va se faire, il faut bien arriver à livrer la marchandise physiquement. Et c'est là où la distribution intervient. Est-ce qu'on peut rêver d'un Amazon marocain, par exemple, mais qui ait sa place aussi? Pourquoi pas, mais bon, pourquoi pas? Il faut une évolution aussi de la société. Très bien. J'aimerais bien finir avec vous, messieurs. On a parlé des assises du commerce, il y a aussi les assises de la fiscalité. Vos attentes de chacune des fédérations. Je commencerai avec Chakib Ladj. Nos attentes sont très simples. C'est une fiscalité qui soit équitable et qui soit facile à traduire, et dans le sens où nous avons le problème, par exemple, du cash. 80% des transactions de distribution sont en cash. Quand on est limité à 10 000 dirhams, c'est très difficile de travailler dans ces conditions, sachant que les chèques ne sont pas vraiment sécurisés. On peut vous donner des chèques et ça revient, etc. Donc ça, c'est un problème à discuter. Il y a l'histoire de l'ICE. Je pense que ce qu'il faut faire, et ce qui a été un peu, c'est que l'ICE soit obligatoire pour ce qui émane la facture. Et qu'on ne soit pas obligé d'avoir l'ICE de la personne à qui on vend, parce que c'est quasiment pas possible. Notamment pour les petits commerçants. Voilà, c'est là où il y a eu... donc, on doit mettre, nous, notre ICE, et le reste, chacun met son ICE jusqu'à ce que les choses se développent. Il y avait aussi le point du cash. Et le problème le plus délicat, c'était le cash. Et aussi la taxe, je veux dire, payée pas sur le chiffre d'affaires, mais sur la marge. Très bien. Parce que la marge sur la distribution, elle est epsilon, quoi. Elle est de 2% ou des choses comme ça. Quand vous devez payer sur le chiffre d'affaires, il ne reste plus rien. Donc une double imposition. Donc voilà. Vous demandez une simple... Comme pour les assurances, comme ils font pour les assurances, etc., donner une imposition sur la marge au lieu de faire une imposition sur le chiffre d'affaires. Vous avez été consulté en tant que fédération dans le travail avec la DGI par rapport à ces... Exact. Très bien. Merci beaucoup, Chakib Ladj. Je finirai avec vous, Ahmed Bouleflé. Alors, oui, la Fédération Commerce et Services a élaboré un mémorandum sur la fiscalité, donc qui regroupe l'ensemble des propositions que nous avons discutées avec les membres. D'ailleurs, on a fait un questionnaire qu'on a distribué auprès des 1800 membres. On a eu un retour assez intéressant. Et sur la base de ce questionnaire, donc, on a élaboré un mémorandum de propositions, de recommandations, de requêtes pour la fiscalité. Alors, bien évidemment, le mot-clé, c'est l'équité, la simplicité. Et il y a un élément peut-être qui est important également, c'est la gouvernance de la fiscalité. En fait, ce qui s'est passé sur l'ICE, c'est qu'il y a eu un changement à un moment donné qu'on découvre au moment de la loi de finances au Parlement. Et je pense que le fait d'avoir une espèce de loi cadre qui permet d'envisager des évolutions, parce que bien sûr, on va être amené à changer la fiscalité, mais que ces évolutions soient faites également en impliquant les professionnels.
Donc ça, c'est au niveau, je dirais, des principes. Après, il y a des aspects effectivement techniques. L'aspect justement fiscalité sur la marge, il y a un certain nombre de secteurs qui sont pénalisés par la fiscalité sur le chiffre d'affaires. On peut évoquer le secteur des agences de communication, on peut évoquer le secteur de la distribution pétrolière, on peut évoquer énormément de secteurs qui sont pénalisés, la logistique également. Tout à l'heure, vous avez évoqué le secteur des assurances, c'est un secteur également, la distribution de l'assurance est un secteur qui est pénalisé aujourd'hui. Les gens l'oublient souvent, mais ils payent déjà à la base, sans avoir droit à déduction, une espèce de TVA qui s'appelle la taxe sur l'assurance, qui est importante, qui est de 13,4%, c'est même à l'émission, alors qu'après ils doivent payer l'IS. C'est quand même assez, c'est comme une espèce de cotisation minimale obligatoire de 13,4% sur le secteur des assurances, la distribution de l'assurance, alors que c'est un secteur aujourd'hui qui a créé de l'emploi, qui n'est pas du tout rentier, où il y a une compétition extrêmement importante. C'était peut-être rentier dans le passé, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout rentier. Et donc là aussi, c'est un secteur sur lequel il y a cette doléance. Bien sûr, il y a également tous les aspects liés à la simplification, justement, aussi bien des textes que l'application de ces textes. Et dernier point au niveau du recours fiscal. Quand on a un contrôle fiscal ou quand on a un différend avec l'administration fiscale, il faut privilégier justement les mécanismes de recours qui soient rapides et qui soient décentralisés. À un moment donné, aujourd'hui, la Commission nationale de recours fiscal, vous imaginez un entrepreneur, quel que soit le secteur, de Oujda ou de Tiznit, qui est obligé de se déplacer jusqu'à Rabat pour défendre son dossier fiscal. C'est un peu lourd quand même pour les opérateurs économiques. Et que finalement, on revient toujours à cette conclusion qu'il y ait une transversalité des visions, que ce soit celle de la régionalisation avancée avec celle des différents départements ministériels. Merci beaucoup Hamid Belfdel et Chakib Elj d'avoir accepté l'invitation d'Éco-Débat et d'avoir nourri cette discussion ce soir. Merci à nos téléspectateurs pour leur fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco-Débat. D'ici là, très bonne semaine à tous.